Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Podcaf où je suis avec Léo comme d'habitude et en plus de ça on a un nouveau Mathéo avec nous. Salut Mathéo. Bonjour. Donc du coup dans cet épisode on va parler culture, aventure, exploration. Donc l'œuvre principale de cet épisode sera Latitude Zéro de Mike Horn, un film qu'il a fait en 1999, enfin il a passé l'année 2000 autour de l'équateur. Et dans la première partie, on va parler de tout et n'importe quoi autour de l'exploration, donc il y aura plusieurs sujets. Et puis pour l'instant, on va balancer nos recos et présenter Mathéo. Qui es-tu ? Alors, je suis un ami de vous deux. À la base, je suis un ami de Léo. Alors, dans la vie, moi, je suis conducteur routier. Donc, et par la force des choses, je suis gros consommateur de contenu audio, podcast et compagnie. Et je pense que les deux copains ont trouvé intéressant de me faire venir aujourd'hui parce que moi, dans mon enfance, j'ai grandi avec... notamment deux œuvres de Jules Verne, 2 ans de vacances et L'île mystérieuse, qui ont été adaptées en film. Donc moi, ça a plutôt été les films, bien qu'il me semble avoir lu L'île mystérieuse. J'en ai pas de gros souvenirs. Et quand j'ai été à même de regarder un peu du contenu par moi-même, ça a été Bear Grylls, en fait, Man vs Wild à fond. J'ai vraiment adoré. Bon, c'est scripté, bien sûr, hein, mais voilà, pour moi, ça n'enlève rien au charme. Ok. Et niveau culture, comment tu te définirais ? Quels sont tes films cultes ou les dessins animés ou les trucs qui font la personne que tu es devenue aujourd'hui ? Alors, ça a été d'un point de vue film. Bon, je peux m'intéresser à plein de choses, bien sûr. Moi, je suis très ultra second degré. Okay. Donc, ça a été des films genre ou La Tour Montparnasse infernale, par exemple. Okay. La Cité de la peur. Donc oui, musicalement, j'écoute beaucoup de musique parce que je passe ma vie sur la route. Donc ça va être très varié, mais beaucoup de rock'n'roll, un peu de métal, de la variété, enfin vraiment plein de choses, quoi. Ok, t'as quelques artistes à nous donner comme ça ? Dans les très connus, j'aime beaucoup Motorhead. Ok. AC/DC, Metallica, enfin du très classique, mais qui fait plaisir à écouter toujours. Ouais. Et sinon, ouais, je pense que Léo est en train de se dire que Renaud, quand même. Ah oui. Les Fatal Picard, ouais, voilà. Puis j'en oublie sûrement plein d'autres. Voilà, culturellement aussi, un peu de jeux vidéo aussi. Bon, il y en a quelques-uns qui m'ont marqué. Quand j'étais gosse, c'était Zelda. Le premier, ça a été Twilight Princess. Parce que je suis un peu plus jeune que Léo et Mathéo. Et sinon, en ce moment, c'est jeux en ligne. Donc, rien de culturellement très intéressant. Mais voilà. Ok, ça marche. Bon, on va passer au reco. Maintenant que vous connaissez bien Mathéo, Léo, vas-y. Ouais, alors du coup, moi, j'ai choisi des recommandations qui sont en lien avec l'émission d'aujourd'hui. Donc, ça va être sur de l'exploration, sur de l'aventure. Donc, j'ai 2 cas, 2 personnes que je vous conseille de suivre. Alors, en premier, ce serait François Calvier, qui est vidéaste et explorateur aussi. Et il a fait une série de vidéos qui s'intitule Histoire de survie, où il parle justement de 2 personnes qui ont vécu des catastrophes et qui ont réussi à survivre malgré des conditions pas toujours simples. Et il a une façon de raconter les choses très agréable, contrairement au sujet qu'il peut proposer des fois. Il a une sorte d'ambiance bushcraft avec sa petite lampe à pétrole au milieu de la forêt. Ouais, je vois. Voilà, tu as déjà vu des vidéos de lui. Ouais. Et il a fait aussi des explorations où il est parti en Namibie pendant plus d'1 semaine avec Nico Mathieu, qui est la 2e personne dont je voulais vous parler. Lui, il est vidéaste également. Et il a fait un film il n'y a pas si longtemps où il documente son exploration en Côte d'Ivoire sur une exploration qu'il a fait dans la forêt, une des dernières forêts vierges d'Afrique, et où il y passe plus d'1 dizaine de jours. Et c'est fascinant de voir la manière dont il est à l'aise dans ces milieux naturels et très très grand sportif aussi. Et voilà, donc ça c'était mes recommandations via l'exploration et l'aventure. Et sinon j'ai une autre recommandation qui est plus liée à un sujet que j'aime beaucoup, qui est l'urbex.
Ça s'appelle Projet Méandre, c'est sur YouTube. Et en fait, ce sont des youtubeurs musiciens aussi, puisqu'ils intègrent de la musique. Ils font eux-mêmes toutes les ambiances musicales. Et en fait, ils expliquent psychologiquement et scientifiquement ce qui se passe dans notre cerveau au cours d'une exploration urbaine. Donc pendant, voilà. Et ça, c'est très intéressant. Donc la vidéo, ça s'appelle Le cerveau face à la mémoire et Méandre sur YouTube. Ok, mais ils se mettent des électrodes et tout avec des capteurs et des machins, ou Alors, c'est juste ils explorent et ils racontent ce qui... C'est ça. En fait, ils explorent et ils racontent leur ressenti. Et il y a une voix off avec une explication scientifique de pourquoi ça fonctionne comme ça dans le cerveau. Pas avec des appareils, pas avec des électrodes, mais... Ok. Ah dommage, j'aurais trouvé ça chouette qu'on puisse voir les signaux du cerveau à certains moments où ils ont des pics de stress ou à quel endroit du cerveau est impacté par telle ou telle situation lors de l'exploration d'un bâtiment ou autre. Ouais, ça, je sais pas, je trouve ça intéressant, mais déjà eux qui racontent ce qu'ils disent, ok, ouais. Non, mais, voilà. Ok, c'est chouette. Ok, Mathéo, tu nous as parlé de Bear Grylls et tout à l'heure. T'as d'autres recos ou... Ouais, alors moi je suis tombé il y a pas longtemps sur un vidéaste qui s'appelle Matt PNA qui fait du contenu bushcraft. Donc il part en bivouac sur une soirée. Il fait c'est du petit contenu tranquille. Il fait du test d'outils ou... Ouais, il me semble qu'il a fait quelques revues de matériel. Bon, c'est pas tant ce qui me plaît, quoi. Ouais. C'est plus le côté contact avec la nature. Il arrive, il fait son petit feu de camp tranquillou, quoi. Et bon, faut aimer l'humour du mec, mais ça passe pas forcément avec tout le monde. Mais voilà. Ok. Alors du coup, j'ai aucune reco en lien avec l'exploration. C'est juste un délire de gosse il y a une semaine. J'ai vu qu'il y avait 2 jeux à pas cher sur un super site de jeux vidéo. C'est des jeux auxquels je jouais sur PS2 à l'époque. Donc c'est le pouvoir de la force. J'avais joué au premier, je l'avais tué en une semaine et c'était trop bien. Et là du coup j'ai trouvé qu'il y avait le deuxième. Donc j'ai pris le pack des 2 et je suis retourné en enfance avec le pouvoir de la force. Donc une histoire Star Wars où tu joues l'apprenti de Vador après le 6e opus de la saga. Et tu es tellement puissant, c'est impressionnant. Et donc tu t'éclates à défoncer du sbire sur tous les niveaux, c'est du beat'em all. Donc tu dois anéantir une certaine vague d'ennemis avant de pouvoir débloquer la porte suivante et avancer comme ça dans le jeu. Et avec les vagues d'ennemis, tu débloques tes pouvoirs, tes skills, et c'est comme ça que tu avances. Et franchement, je reprends un plaisir fou à y jouer et surtout à connaître la suite du premier, qui m'avait beaucoup plu. Voilà pour les petites recos. Écoute, tant qu'on est sur le jeu vidéo, moi j'ai découvert une chaîne YouTube il y a pas très longtemps. Ouais. Donc ça s'appelle 16 € douche comprise. Et c'est, très rapidement, après je vous incite à aller voir, c'est quelqu'un qui pendant une semaine retourne Steam, la plateforme de vente de jeux vidéo, pour trouver 3 jeux indépendants dans un budget de 16 €. Et donc il joue un peu, il raconte l'histoire du jeu, l'histoire des jeux qu'il trouve. Et voilà, je trouvais ça sympa. Il n'a pas beaucoup d'abonnés, mais il fait un travail très correct. Ok. Si vous êtes chaud, on peut attaquer le vif du sujet. Et qu'est-ce que l'exploration pourrait vous évoquer, vous ? À quoi est-ce que vous pensez quand on vous parle d'exploration ? Est-ce que c'est tout de suite Christophe Colomb, Magellan et tout ça ? Ou est-ce que c'est plus, tiens, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de mon jardin ? Ou qu'est-ce que... L'exploration, elle commence... on se met les limites où on veut. Ça peut commencer quand on ferme notre porte, totalement. Si on part en voiture à l'improviste, ça peut être une sorte d'aventure. Moi, je pratique ce genre d'aventure, puisque je le disais tout à l'heure, je fais de l'urbex. Donc, c'est clairement de l'exploration urbaine et rurale. On peut appeler ça rurbex aussi, je crois. Possible, je sais pas du tout. Parce que moi, c'est surtout des petites maisons en campagne qui sont abandonnées. Et du coup, je fais de la photo en même temps. Donc, je documente mes explos par photo. Et ce que j'aime dans cette exploration-là, c'est retracer l'histoire des lieux et rechercher justement un design et une nostalgie d'une autre époque. Donc ça, c'est ma conception de l'exploration. Après, il y en a plein d'autres, justement, en terre inconnue, dans la jungle et tout, comme le reportage qu'on va étudier, qu'on va parler tout à l'heure. Et toi ? Moi, il y a 2 choses qui me reviennent là. C'est quand j'étais gosse, donc mon papa fait beaucoup de bois pour se chauffer.
Et moi, j'ai souvenir de longues après-midi où il casse son bois, il coupe son bois, il casse son bois, il l'empile. Et moi, à côté, il me fait un feu de camp et moi, je m'éclate dans les petits bouts de forêt. Et un voyage en particulier, pour le coup, avec ma mère, en Norvège, où on est parti en tente pendant 3 semaines. Et vraiment, camping sauvage, feu de camp, on a pêché des truites, on les a mangées, cuites sur le feu de camp. Voilà. Donc, non, je pense que ça démontre bien que l'exploration, ça peut aussi bien être dans le bout de prairie à 2 pas de chez soi que à l'autre bout du monde, enfin à l'autre bout de l'Europe en particulier, quoi. Ouais. Alors moi, niveau exploration, j'ai pas fait grand-chose dans ma petite vie. C'était au collège, je crois. Fin collège, on avait fait une sorte de raid avec des copains où on partait de Montaigu, là où on vivait tous. Enfin, pas tous, mais là où on s'était rejoints. Et on partait à pied pour rejoindre des points qui sont des morceaux de forêt ou des trucs qui appartenaient, ou qui appartiennent toujours d'ailleurs, à des gens de leur famille. Donc c'était des morceaux de forêt ou des hangars qui appartenaient à des corps de ferme et tout ça. Et donc on rejoignait ces endroits-là. Donc c'était pas vraiment du bivouac parce que tout était quasiment prêt sur place. On avait juste à déballer sa couchage, faire le feu, et bouffer et c'était bon quoi. Mais en soi, voilà. L'exploration c'était juste le chemin qu'on faisait à travers champs ou pas pour rejoindre un point A à un point B. C'est à peu près la seule expérience que j'ai de ma vie, même si c'est pas vraiment du bivouac. Donc voilà. Mais vous, est-ce que vous avez eu d'autres expériences peut-être plus approfondies? Donc tu parlais de la Norvège, Mathéo, mais Léo, t'as peut-être d'autres. Ouais, moi en voyage, oui, c'est vrai, en fait, j'avais oublié, mais comme tu dois savoir, je suis né au Bénin et on a une maison là-bas en Afrique. Ouais. Et donc mes parents ont énormément voyagé en Afrique. Déjà, ils ont fait des voyages de fou. Ils sont partis en partant de Limoges jusqu'à Abidjan en moto, en 125 et en 50. Et c'est mon père a écrit un livre qui s'appelle L'évasion au bout du guidon, justement, qui retrace un petit peu cette histoire-là. Et donc moi, de mes parents, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, puisqu'on rejoignait le Bénin en voiture. Donc on traversait toute l'Afrique en bagnole, avec toutes sortes de véhicules. Je crois qu'on l'a fait une dizaine de fois à peu près. Ah oui. Ouais. Et plus de 10 000 km pour y aller. On avait deux chemins. Soit on passait par le Maroc, donc Espagne, Maroc, détroit de Gibraltar. Après, on descendait Mauritanie, Burkina Faso, Bénin. Ou sinon, on traçait un peu plus rapidement en passant par l'Algérie, Niger, Bénin, en ligne droite. Et donc, ça faisait 1 mois de voyage pour y aller. On restait 1 mois là-bas et on revenait. On mettait 1 mois pour revenir. Et j'y retourne dans pas longtemps, mais cette fois en avion, parce que maintenant, on ne peut plus traverser certaines frontières comme on pouvait le faire avant. Il y en a plein qui sont fermés. Pour quelles raisons? Surtout des guerres, raisons politiques et de guerre, ouais, c'est ça. Ok. Hein. Le nord du Bénin est clairement dangereux. Il y a eu des prises d'otages. Enlèvements d'otages. Ok. Il y a de ça quelques années. D'accord, chouette comme. Ouais. Mais je crois qu'on peut rajouter du piquant à l'exploration. Ça peut. Je pense qu'on pourrait encore le faire, mais en suivant les côtes, en passant par le Sénégal et tout. Je pense que ça pourrait être faisable. Ah ouais, toute la côte de l'océan Atlantique, ouais. Ok. Ouais, par contre, là, ça fait plus de 10 000 km. Là. Oui. T'en as pas un petit bout de temps, là, ouais. Voilà. Ok. Et toi, la Norvège, c'était ta seule expérience de bivouac comme ça, enfin, vraie expérience, ou t'as eu d'autres choses comme ça, peut-être sur un week-end, tu t'es dit, allez, je pars en forêt pour une nuit Non, alors on est parti, j'étais un peu plus âgé, toujours avec ma mère aussi. On est parti en Écosse, mais pour le coup en combi, les derniers combis en plus, donc le confort, c'était... Voilà. Enfin, pour moi, c'était moins l'aventure quand même, on a plus visité des villes. Donc bon, c'est peut-être moins notable. J'ai un très bon souvenir des Midges pour ceux qui ont visité l'Écosse. Midges? Les Midges, ça me dit rien. C'est comme des moucherons mais qui piquent. D'accord. Genre c'est des moustiques quoi. Ouais, c'est l'entre-deux quoi. Ah, okay. En fait, ça vole en nuée comme les moucherons et ça pique comme les moustiques. D'accord, super. Et donc il n'y a qu'un seul répulsif, mais qui les font pas partir quoi, qui les font juste voler autour de toi sans te piquer. Donc c'est quand même terrible. C'est pour ça que ça a peut-être changé, hein, mais... Rien que pour ça justifie l'explo bivouac. Non, il y a eu des galères quand même, parce que le combi, la deuxième couchette, c'est le toit qui se relève, c'est une espèce de tente de toit. En Écosse, il pleut 90% du temps, donc on va la faire sécher, quoi.
Et il me semble qu'en Écosse, donc ça a peut-être changé, mais on a le droit de faire des feux de camp un peu partout, justement pour éloigner les midges. Ok. Parce qu'en France, le bivouac sauvage, enfin le camping sauvage, c'est complètement interdit, je crois bien. Et ben, c'est qu'en France, je vais dire une absurdité sur les chiffres, mais je pense qu'il y a plus de 70% des forêts qui sont privées, donc il faut obtenir l'autorisation du propriétaire. Et quand c'est public, c'est quand même très réglementé. Quoi. Ouais, ou alors faut qu'il y ait déjà de l'infrastructure sur place pour pouvoir faire un bivouac. Par exemple, il y a un lac là pas loin de la souterraine, juste à côté de la souterraine, où tu as déjà des grilles de barbecue qui sont installées autour du lac. Donc là, du coup, c'est autorisé parce que tu as ce qu'il faut pour le faire. Mais tu ferais ça à côté, à un endroit où il n'y a rien pour je crois que c'est interdit. Saint-Pardoux, c'est interdit. Ok. Après, à mon sens, il y en a quand même beaucoup qui font des feux de camp, dans la mesure où la taille du feu reste... on va pas l'encourager. Hein. Non, bien sûr. Voilà, il y a quand même des risques de feu de forêt, surtout que les étés sont de plus en plus secs. Mais dans la mesure où c'est bien fait, que le feu n'est pas disproportionné, qu'il est bien éteint au moment où on repart, j'aurais tendance à dire que, bon, il n'y a pas trop de... Ouais. Moi, pour avoir fait l'expérience à Saint-Pardoux, à partir de la première branche calcinée, les flics sont arrivés en bateau et m'ont interdit d'allumer le feu. Ouais. Sous peine d'amende et tout. Ok, d'accord. Donc, ça doit être légal quand il y a des structures qui sont. J'imagine, parce que sinon ils ne mettraient pas des grilles de barbecue. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est agréable, j'imagine, en Écosse ou en Norvège, où tu as le droit de faire absolument ce que tu veux, dormir où tu veux, allumer ton feu. Je suis allé en Jordanie, c'est pareil, tu peux faire partout un petit feu de camp, c'est génial, c'est trop bien. Ouais. Ou alors on s'achète un terrain suffisamment grand pour avoir des zones inexplorées dedans et qu'on puisse faire en 3-4 ans. Et voilà, c'est ça. Une fois que t'as fait ta vie dedans, tu le revends, t'en achètes un autre et puis... Ça mais chiant quand même, parce que bon, faut un budget quand même derrière, quoi. Bah, ça dépend où, hein, en vrai. Et est-ce que vous avez des héros de l'exploration, que ce soit d'Urbex ou de l'aventurier pur et dur? Ouais, moi j'en ai. Mais je suis pas mal de chaînes d'exploration, donc là je pense tout de suite à Hit the Road. Je sais pas si. Ok, oui, si. Bah, je crois que c'est les seuls que j'ai vraiment. Ouais, ok. Ils mélangent du parcours, de l'exploration, de la photo, tout ce que j'aime. Et ils ont puis fait du sport extrême, et ça du sport temps, extrême, avec carrément. les parachutes Et le base jump. Ils se sont mis au base jump aussi. Ouais. Et ils ont fait des urbex des plus convoités, comme Baïkonour en Russie, par exemple. Ça, c'est fou. Pour que j'explique, c'est un hangar où il y a une navette spatiale russe qui est abandonnée avec un bout de fusée. Par contre, l'exploration, c'est très, très compliqué. Il y a déjà 40 km à faire à pied dans le désert pour y accéder. Il y a même eu un drame il n'y a pas si longtemps. Il y a un explorateur de 18 ans, je crois, qui est décédé. Non, puis c'est un site militaire, donc faut pas rigoler avec ça. Ou alors, faut avoir ce qu'il faut pour pouvoir sortir de prison facilement, au cas où on se fait appréhender là-bas. Donc non, c'est pareil, on n'encourage pas, hein, mais ce sont des belles explorations. On a eu des images magnifiques. Il y a eu Hit the Road et il y a eu aussi Cyril, MP4 qui est parti là-bas avec le Grand JD. Avec le Grand JD. Ouais. Et ils ont fait des belles images. Et ça, c'est des endroits qui me font kiffer en urbex. Carrément. Mais un jour, il faudrait que je t'emmène dans des sites, des usines ou des... Je sais que le côté industriel te plaît beaucoup. Ouais. J'ai trouvé le lieu qui a été utilisé pour Blade Runner 1000... tu vas pouvoir m'aider pour le titre du film, Blade Runner... 2047. Ouais, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, ça a été tourné dans une usine, je crois que c'est en Belgique. Et absolument magnifique, avec des tuyaux partout, des lumières de fou. Ok. Et je sais qu'on peut encore la faire. D'accord. Ah, ce serait excellent. Et toi, Mathéo, t'as des héros dans ce domaine-là? Ouais, bah forcément. Héroïne aussi, hein, d'ailleurs. Forcément Mike Horn, mais on va en parler un peu plus tard. Ouais. C'est quand même un personnage, quoi. Une forte personnalité, puis il a fait des trucs chouettes. Sinon, Bear Grylls. Parce que, bon, il faut admettre que, je disais tout à l'heure, c'est scénarisé, mais il s'est quand même sacrément mis en danger pour certaines vidéos. Donc, les deux plus gros explorateurs, mes deux plus gros explorateurs, à mon sens. Et sinon, tu parlais de Cyril MP4, là, c'est rigolo parce qu'au moment où on enregistre,
au moment où on enregistre, en fait, il y a 3 jours, il a sorti une vidéo 24 heures seul sur un radeau perdu en mer. Je l'ai pas regardé encore, mais Ouais, c'est sur un jeu, mais ouais. Et, C'est quoi le jeu? C'est Raft? je crois que c'est pas regardé la vidéo. Je crois que c'est encore, Raft. Non, je rebondis là-dessus juste parce que je trouvais ça rigolo. Ouais. T'en parles. Mais Cyril, il a fait d'autres explos en Afrique où il a fait un train où il se fout dans des. Où ça? En Mauritanie. Ouais, le plus long trajet de charbon en fait, qui transporte du charbon. Et je crois qu'il a fait une partie du trajet sur le train. Sur le train, ouais. Ouais. Si chouette vidéo. Dangereux, Ouais, non, mais c'est n'importe quoi, mais ça fait des belles images. Ouais, c'est vrai que c'est beau, mais. Mathéo, du coup, t'en as d'autres ou... Ouais, si, en termes de. Bon, je reviens là-dessus. En fait, en termes d'exploration, dans le cadre de mon travail, donc je pars du lundi au vendredi. Je dors dans mon camion, dans une petite couchette, donc j'ai pas tout le confort d'une maison. Et pour moi, l'exploration, ça peut être ça aussi, en fait, le fait de devoir se débrouiller des fois avec juste une bouteille d'eau. On n'a pas forcément de douche, pas forcément de toilette où on veut, quand on veut. Ouais. Faut se faire à manger. Bon, trouver à manger, il y a quand même. Je suis en France. On est en France, il y a des supermarchés un peu partout. Mais voilà, il y a des petites galères qui m'y font penser des fois. Ouais. T'as un exemple à donner quand on rigole ensemble ou, ou peut-être des collègues qui se sont retrouvés dans des trucs absolument... Oui, je me souviens d'une gastro carabinée. J'étais sur la route Napoléon entre Gap et Grenoble. Ouais, l'anecdote est pas classe. Vas-y. Donc, voilà, pour illustrer, le camion, il fait 16,50 m de long, 2,55 m de large. Donc, il faut trouver à le garer sur une petite route de montagne. Ouais. Et il faut trouver l'endroit où tu peux aller faire ton affaire. C'est des moments un peu folklore quand on y repense. Quoi. Ouais, ok, d'accord, je vois. Je vois. Bon, super. Sur cette transition magnifique, on va pouvoir passer à Mike Horn et Latitude Zéro. C'est sûr qu'il a eu aussi également des histoires de... Mais franchement, parce que du coup, on s'est dit ça hier qu'on allait faire cet épisode-là. Et du coup, là, hier soir, j'ai regardé Latitude Zéro parce que c'est l'œuvre qu'on s'est donnée pour cet épisode. Et j'ai regardé dans la foulée Arctos, où il fait le tour du cercle polaire arctique. Donc il fait le tour du monde en suivant le cercle arctique. Et il y a des endroits où il était dans des tempêtes pendant 2 ou 3 jours. Et tu te dis comment il faisait pour ses besoins naturels, quoi. Parce que tu sors, tu te dessapes, t'es congelé. T'es congelé direct. Donc, c'est cool, quoi. Il a une tente de 2 mètres carrés. Qu'est-ce que... Il en parle pas dans le docu, ça ? Il en parle pas dans le docu. Alors, je suppose qu'en fait, il se restreint au niveau de ce qu'il mange beaucoup. Donc, il doit pas avoir envie aussi souvent qu'on peut avoir envie dans notre vie de tous les jours, quoi. Ouais, donc il a moins de matière, très ralenti, je pense. Ouais. Le froid, la sous-nutrition, la fatigue. Ouais, c'est vrai que tout ça doit jouer énormément. Ouais. Voilà. Il a mis un peu plus de 2 ans, je crois. Pour faire le tour du cercle. Ouais. Waouh. Ah non, mais c'est un... ouais. Mais non, mais c'est un délire parce qu'il a perdu 2 mois, je crois déjà, parce qu'il est arrivé plus tard à un endroit où la glace se forme, parce qu'il était en bateau. Donc il a un premier bateau, c'est un monocoque. Il va le plus loin possible avec, et l'endroit où il devait passer est bouché par la glace parce qu'il arrivait un peu trop tard, ou que la glace s'est formée trop vite par rapport aux années précédentes. Et du coup, ça lui fait 2 mois de marche direct pour pouvoir rejoindre le point qu'il devait rejoindre en bateau en 2 semaines, quoi. Même pas. Donc, ouais, le tour du cercle arctique. Alors, j'ai trouvé le documentaire moins intéressant que Latitude Zéro, mais on va en reparler. Est-ce que les paysages se ressemblent tout le temps ? C'est de la glace à perte de vue, t'as du vent. T'as pas trop de rencontres humaines non plus Ici, il croise quelques Inuits et tout, notamment au Groenland et puis en Sibérie. Il dort pas mal chez l'habitant en Sibérie parce que mine de rien, il y a du monde, il y a plus de monde dans cette zone-là en Sibérie qu'en Alaska et au Groenland. Pareil, il a été bloqué en arrivant en Sibérie. Donc, il passe de l'Alaska à la Russie comme ça, là. Et il a été bloqué parce que les autorités ne voulaient pas qu'il continue. Donc, il y a un moment où il a failli retourner en Alaska parce que les autorités ne voulaient pas qu'il fasse son tour chez eux, quoi.
Donc je crois qu'il a été bloqué quelques jours aussi à cet endroit-là. C'est vrai que quand on fait de l'exploration, il y a surtout le côté climatique, il y a plein de choses qui jouent en compte, un rôle, mais c'est vrai que les frontières, la loi et tout, par rapport à la latitude 0, c'est là où il y a le plus de galères. En Afrique, avec en Afrique, les guerres. Finalement, et je me dis, on va passer à latitude 0. Ouais, allez, on en parle. Alors, Latitude 0, c'est un projet qui s'est lancé en 1999, enfin, qu'il a commencé à réaliser en 99, mais je crois qu'il a pris plus de 2 ou 4 ans, je crois, pour préparer son voyage. Un an seulement. Il en parle ouais. C'est tout. Ok, donc c'est un an de temps pour moi. Un an de prépa. C'est fou du coup. Et un an de voyage, je crois. Ouais, 1 an et demi du coup. Ça j'ai vu, ouais, pour la totalité du voyage. Donc dans les années, fin début 2000, ouais, et 99, voilà, c'est ça. 2000. Et donc il s'est lancé l'objectif de faire le tour du monde en suivant au plus proche l'équateur, donc la latitude 0 sur la planète Terre. Et je crois qu'il a dû dévier dans certains pays parce qu'il y avait des chaînes montagneuses. Qui voulait monter, il n'a pas pu s'empêcher de faire 1 ou 2 sommets dans le voyage. Ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi. Et au Kenya, le mont Kenya. Le mont Kenya, ouais, c'est ça. Et il en fait un autre dans les Andes. Alors je sais plus à quel. C'est le Chili, je crois bien. Où il est. À la cordillère des Andes. Chili ou Pérou. Je sais plus. Pérou. Et donc il part du Gabon, je crois, c'est ça. Pour arriver au Gabon. Pour arriver au Gabon, c'est un truc de fou. Et il commence l'aventure avec un trimaran qui fait venir des États-Unis et sur lequel il part pour la transatlantique. Et puis il explique que il a pas navigué de sa vie. Non. Genre il a fait 3 jours sur un lac et il s'attaque à l'Atlantique sur un bateau qu'il connaît pas. En mode, et en plus, il met qu'une vingtaine de jours, je crois, pour traverser l'Atlantique, ce qui est très très peu. Mais son bateau vole quand on le voit sur les vidéos. C'est impressionnant, surtout qu'il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour de la pleine mer. Il est fait pour de la navigation côtière, je crois. Et du coup, il a déjà réussi un exploit, juste le fait d'arriver aux Amériques du Sud, quoi. En Amérique du Sud, pardon. Alors, je pense que ça va plus parler à Léo, mais je me souviens d'un passage où il croise son premier cargo. Est-ce qu'il en a croisé d'autres dans le Pacifique ? Ah, c'est après les Andes ? Ok. Je pense que la vitesse doit être à peu près la même, mais enfin, il dit qu'au maximum, il va à 22 nœuds. Ouais. Je me rends pas compte. Je pense que Léo, qui a une petite expérience de navigation, se rend mieux compte de quelle vitesse ça fait. Mais... on multiplie par 2, je crois, donc ça fait à peu près 40 km/h, donc c'est énorme. Ouais, déjà, quand tu vois de la flotte, quand tu es en pédalo, que tu vas un peu vite en pédalo et que tu vois la flotte dépiser le long de la barque, là, tu te dis déjà, c'est cool, tu vois. Tu vois de la vitesse. Quand tu t'imagines à 40 km/h. Ce que tu fais en pédalo, c'est. La flotte, non mais c'est n'importe quoi. En pédalo, c'est à peu près du 2 nœuds, je pense, que tu fais du 4 km/h. Non, mais c'est impressionnant. Donc là, un truc à 40 L'impression km/h. de vitesse que tu dois avoir sur l'eau par rapport à la voiture qu'on connaît tous. Ouais. Ça doit être mais juste. tu te dis, tu hallucinant. prends une vague, c'est un mur que tu te prends. Ah bah ouais. Il faut. Ouais. Et du coup, il a enlevé quand même ses voiles au maximum parce qu'il a pensé à sa vie, à sa survie à un moment. Ouais. Et il dit même une phrase qu'il va falloir que vous m'expliquiez. Il a pensé à 2 choses. Des fois, il a eu peur de mourir et peur de pas mourir. J'ai entendu ça dans le Parce que je pense que c'était tellement la merde qu'il se disait, si je ne meurs pas à cet endroit-là, ça va être chiant. Ça va être très très chiant. Ouais. C'est comme ça que j'ai compris. Un peu de la même manière, en fait. Je pense que ça a été... je crois que c'est 3 jours la tempête, il me semble. Qui se prend... Alors je sais plus parce qu'il en a pris 2 ou 3... De très longues dizaines d'heures hyper éprouvantes. Et effectivement, je pense qu'à la fin, il en peut plus, quoi. Ah bah oui, non, mais je pense que déjà, au bout de... Parce que les 4 premiers jours qu'il fait en partant du Gabon, au tout début du voyage, il raconte qu'il dort pas pendant 4 jours parce que il apprend à naviguer, quoi. Il apprend sur le tas à naviguer en plein océan. Mais la quantité de fatigue accumulée pendant ces 1 an et demi sont fous. C'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'on peut peut-être parler du personnage de Mike Horn directement en disant quand même ce qu'il a fait avant, parce que c'est pas n'importe qui. Il est d'Afrique du Sud et il a fait l'armée là-bas, mais pas n'importe quel corps d'armée. Je crois qu'il était dans les forces spéciales. Vas-y, apparemment tu sais un peu. Oui, alors je pense, j'ai pas trouvé trop d'infos là-dessus, donc je pense qu'en fait au début ça correspond à son service militaire. En fait il s'engage à 18 ans, je pense qu'à l'époque c'est obligatoire,
Et il se retrouve donc dans la 101e division ou 101e compagnie, qui est en fait ni plus ni moins que les commandos de l'armée d'Afrique du Sud. Et donc il se retrouve en guerre un peu de temps après. Il a fait des trucs où effectivement ça lui facilite un peu la vie dans ses expéditions, je pense. Sans dire que ce qu'il fait, pour lui, c'est facile. Hein, il en chie quand même. Hein, mais mais il a une sorte d'habitude ou au moins d'expérience qui lui permet d'avancer dans ces moments-là, alors que nous, on serait en PLS très très vite. Je pense que quand on se retrouve privé de ses repères naturels, nous, on est tranquillement au chaud devant le poêle, dans le canapé. L'instinct de survie doit revenir assez rapidement. Il a l'entraînement qu'il faut. Après, je pense qu'il a appris à travailler avec son instinct de survie. Et c'est le truc qui fait vraiment la différence. C'est souvent qu'il en parle dans le reportage que c'est 80% en fait, c'est dans le cerveau et 20% dans le corps en fait. Donc t'as beau avoir une condition physique ultra développée et sportive. Si t'as pas le mental... Si t'as pas le mental, t'avances pas en fait. Quand il était dans la jungle, dans la forêt en Amérique du Sud, t'avances très très lentement. Avec des températures horribles, de l'humidité à 99%. Les insectes. Si tu as un petit moral à 0, tu meurs en fait instant. Ah oui. Et il faut se battre tous les jours. Et je crois qu'il est resté, je sais plus combien de mois là-bas pour traverser la forêt. Il me semble que c'est 5 mois. 5 mois, c'est ce que j'avais aussi en tête. Pour traverser l'Amérique du Sud. C'est ça. Et même, du coup, il y a des gens de son équipe qui sont venus pour le filmer à des passages. Et pour le retrouver, c'était très compliqué. Ils ont dû faire de l'avion, ensuite du bateau. 2 fois de l'avion. Ils ont pris un avion de ligne. Ensuite, ils ont pris 2 zingues, je crois, pour se rapprocher le plus possible. Après, un bateau à moteur. Et après, plus d'une journée et demie, je crois, de pagaie. Aussi. Et oui, c'est ça. Et après, ils ne l'ont pas trouvé. Et c'est lui qui a dû mettre 2 jours pour les retrouver. C'est fou quand même. Mais du coup, ouais, ça fait beaucoup de choses pour un seul être humain quand même, mine de rien. Ouais. Ah oui, il y a quelque chose dont je voulais vous parler aussi. Est-ce que ça vous a pas énormément attristé de voir sa famille qui, à chaque étape, est là en pleurs et à se soucier vraiment de... Je me suis fait une réflexion au tout début. Moi, je pensais qu'il l'avait fait en solo de A à Z. Et que les seuls endroits où il voulait du monde, c'était quand il déposait son bateau pour que les autres puissent le convoyer au point où il le retrouverait. Mais et pour moi, il était en solo tout le temps, tu vois. Aucun contact humain et vraiment je pars, je fais le tour du truc. Alors qu'en fait non, pas du tout. Enfin dans ma tête c'était en mode vas-y, il y va vraiment seul en mode survie et basta. Alors que non, il troque, il fait du troc de matériel de survie contre des pirogues ou autre. Il a un vélo aussi qu'il attend sur place et qui le suit quasiment sur tout son voyage. Donc finalement non, il est suivi, il est encadré et c'est pas autant... Ça m'a enlevé ce côté survie, alors que la jungle c'était une horreur et que le côté survie était là à tout moment, même pour les gens qui sont venus le rejoindre en pleine jungle. Et ça m'a mis un petit coup en mode finalement ça va, il a eu de l'aide, alors que ça n'enlève en rien l'exploit qu'il a fait là-bas. Mais... Parce qu'en fait, je pense que le côté survie, c'est pas tant le propos dans le film. En fait, il montre quand même que il se facilite bien la vie. Au tout début, on le voit enfiler son sac à dos. Il précise qu'il fait 48 kilos, quasiment 50 kilos. Ouais. C'est 2 bons sacs de ciment, quoi. Donc ça fait du matos. Il part pas avec, comme le dit l'expression, sa bite et son couteau. Oui. On voit quand même qu'il est très entouré, entre guillemets. Hein. On met pas de côté le fait qu'il a passé 5 mois tout seul dans la jungle. Mais je pense que c'est plutôt le côté aventure plus que survie qui est mis en avant. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est surtout que c'est une idée aussi très perso. On peut dire presque égoïste, parce que du coup, sa famille était d'accord pour le départ. Mais moi, ah ouais, ça m'a marqué de l'avoir pleuré à chaque étape et de se soucier de la vie de son homme à chaque instant. Et c'est sûr qu'il faut faire ses rêves jusqu'au bout, malgré le fait d'être entouré. Après, je pense qu'on se marie pas avec Mike Horn par hasard, quoi. Il a ce côté aussi rigolo, Mike Horn, de l'envie, de cette espèce de truc humain qu'on a dans nos gènes. Oh, grosse montagne, moi monter sur grosse montagne pour voir ce qu'il y a derrière grosse montagne. Plus que ça, très masculin en fait.
très je vais te montrer que je peux le faire. Oui, après même que je peux le faire en tant que moi, me rassurer sur mes compétences ou mes capacités, peut-être juste envers lui-même. Mais le Kenya, ça m'a fait mourir de rire quand il dit bon, j'ai fait un petit, parce que au début du voyage, il explique qu'il fait la latitude 0, mais bon, il peut pas suivre la latitude 0 tout le temps au degré près. Donc il explique qu'il s'autorise une marche de 50 km autour de l'équateur sur tout le globe. Sauf que je crois pour le Kenya, il dépasse un peu plus et il se dit bon, je me le permets parce que je pouvais pas passer par là sans faire un sommet. Ouais, mais c'est ça. À un moment. Et puis quand il décrit des situations aussi, genre où il est en train de crever, mais il trouve ça trop stylé quand le bateau il s'envole et tout, et qui dit avec ses expressions mi-suisse, mi-français, oh c'est top, j'adore. C'est ça génial. Et du coup j'ai vérifié, ouais, elle est décédée en 2015. Ok, d'accord. Voilà, des suites d'un cancer du sein. Merde. Mais il a 2 enfants et qui, eux, continuent l'exploration. Il fait pas mal d'exploration avec eux, je crois. Ben, là, ils ont lancé What's Left en 2023, où du coup, ils sont partis en famille. Donc, je crois Mike Horn, ses 2 filles, avec peut-être ses gendres et tout ça, avec une grosse équipe sur un bateau plus gros, avec une coque en alu qui se déforme, mais qui ne se déchire pas du coup avec la glace. Et donc, le Pangaea, Pangaea, ok. Et du coup, ils vont partir. Là, ils sont allés au Groenland en 2023. 2024, je sais pas, parce que la vidéo est sortie il y a genre 2 semaines au moment où on tourne cet épisode-là, où ils expliquent ce qu'ils ont fait au Groenland fin 2023. Et du coup, ils vont aller sur les différents endroits que Mike Horn a déjà explorés pour constater s'il y a eu des changements ou non. Donc la première étape, c'était le Groenland, mais ils vont faire l'Antarctique. Parce qu'il a fait l'Antarctique avec l'expédition Pôle to Pôle. Et il a fait un autre truc, je sais plus où, en Pangée. Il y a la Pangée qui est prévue. Et l'Amazonie aussi. Et du coup, en ayant vu Latitude 0 dans la même soirée, je me suis dit, oh, est-ce qu'il va retrouver le canot qu'il a gravé et qu'il a abandonné dans la forêt pendant son voyage? Ce serait trop drôle qu'il le retrouve. J'ai envie de voir ça. Je pense qu'au bout de plus de 20 ans, c'est peu probable, mais ouais, ce serait assez chouette qu'il retrouve Ce serait trop sa bien. pirogue. Juste la planche avec la gravure qu'il a posée dessus, Ouais, moi, ça me va. Ça se trouve, elle y est toujours. Et puis, ça peut être un projet d'aventure, hein, les gars. Est-ce qu'on n'irait pas retrouver cette planche? On va monter une expédition C'est pour ça. retrouver le Pour canot retrouver- de Et c'est le premier l'expédition. truc que je me suis dit quand il a dit qu'il serait sûrement là-bas, là, encore sa pirogue, là, son truc. Ouais, Non, ce serait excellent. voilà le parcours. Et Ouais, et on n'est pas passé beaucoup sur l'Afrique. Putain, quel bordel, l'Afrique. ouais, Finalement, la jungle, c'était plus facile. Hein. carrément. Parce que l'Afrique, ce qui fait chier, c'est les humains. C'est juste... C'est un gros conflit Ouais, c'est ça. ethnique et puis religieux. Alors, il y a une histoire avec des militaires, c'est ça il y a eu Ouais, un dérapage. C'est chaud, hein. C'est chaud, et puis c'était un truc qui servait à rien, parce que les militaires l'ont pris pour un espion ou je sais pas quoi, et ils l'ont baladé sur 3 endroits différents, je crois, et à chaque fois, ils lui ont dit qu'ils allaient l'assassiner sur place, etc. Ouais, ils lui ont bien mis la pression, en fait. Ouais. Il s'est retrouvé devant le canon d'un fusil avec cet officier qui se dit je te tue maintenant. Donc lui, venant des commandos, en fait, il en démord pas, il reste de marbre, il dit bah vas-y, tire, va au bout de tes pensées, quoi. Et donc ouais, il se fait trimballer, il finit. Alors il y a un soir, l'officier lui dit bon bah on te tuera pas nous, mais demain par contre on part pour je ne sais quelle ville où là-bas tu vas être assassiné. En fait le lendemain matin c'est la police locale qui débarque. Ouais. Qui colle un bon sermon aux militaires en leur disant que c'est pas leur juridiction, quoi, c'est pas eux de s'occuper de ça. C'est ça. Et donc la police, apparemment c'est pas drôle non plus, hein, parce que ils vérifient tout, ils savent tout de tout sur lui au moment où ils le récupèrent. Mais derrière, bon, c'est la justice, c'est pas la même que chez nous, ouais. que celle qu'on a chez nous, mais donc quand la police apprend ce qui lui est arrivé, Avec ce fameux militaire. voilà, cet officier il est retrouvé et puis il est battu à mort Ouais, devant ses yeux, je crois, presque. Ouais. Bon, il y a Je sais pas s'il décède des blessures sur place tout de suite, ouais, ou si enfin, plus tard... il le dit qu'à la fin, il est cuit, quoi. Ouais. Bon, d'un côté c'est Voilà. un peu trash, d'un autre côté je trouve que ça m'a fait du bien de savoir ça, quoi. Oui, ouais, mais bon, tu te dis, putain, c'est quand même hard, quoi. Il se fait tabasser à mort.
Ouais, mais bon. mais bon, ça aurait Il y a le été, côté justice africaine. Comment tu traites les étrangers chez nous, machin. Ouais, c'est hardcore quand même. Hein. Moi, j'ai vécu des trucs comme ça en Afrique, au Bénin, justement. Arrête, t'as vu ouais. un gars se faire battre à mort sous tes yeux? Alors, Non. moi, non, mais mes parents, ouais. En fait, il y Ah, la avait vache. eu un vol. Et en fait, les voleurs là-bas sont très, très, très mal vus. Et en fait, il a été chopé justement par la population et ils l'ont tous emmené place publique. Et ils l'ont brûlé avec des pneus, en fait, devant tout le monde. Ouais, c'est comme Ok. ça. Et les flics ne peuvent rien y faire parce qu'ils savent que c'est une justice populaire. Et c'est aussi un gros message contre les voleurs, en fait. Et ils savent Ça que... sert la police aussi d'un certain côté. Ouais, Même si c'est c'est ça. horrible. Hein, c'est Ce serait intéressant d'avoir le taux de délinquance dans ces pays, juste pour voir si c'est efficace. Mais Quoi. c'est peut-être pire que chez nous, je sais pas. Ah bah c'est dissuasif. Hein. Moi, Ah j'ai bah pas- là, c'est dissuasif, c'est sûr. Tu voles un paquet de bonbons au bureau de tabac, tu vois, t'as pas envie que ça t'arrive. Hein. Tu vois, tu fais moins le radin, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Je fais un peu moins, ouais. Et du coup, il a réussi. On peut quand même aller jusqu'au bout de son périple, mais il a fini par s'en sortir de cette histoire de police. Et ils l'ont. Ouais, bah, ils l'ont laissé continuer son chemin. Et puis il est arrivé, je crois en plus c'était quasiment sur la fin du trajet. Il lui restait, je sais pas, 1000 km ou un peu C'était moins à faire. avant le lac Victoria ou après le lac Victoria, ça je sais pas. Ah, c'était avant, donc non, Parce il lui qu'il y a restait eu aussi encore le un gros bon... passage du lac Putain, Victoria oui, c'est avec vrai, une j'ai oublié. pirogue improvisée. Moi, je voulais rester sur les dangers humains parce qu'en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est Mike Horn dans la nature. En fait, c'est presque naturel, quoi. mais les deux moments où t'as peur pour lui, c'est quand il y a des dangers humains. Je pense Ouais. en Colombie avec les narcos. Ah oui, c'est vrai. Qui lui ont bien dit. Il s'est pas trop étalé sur le sujet. Il me semble qu'il a fait une vidéo il y a pas longtemps où il raconte ses pires expériences. Peut-être j'ai pas vu. Mais à vérifier, quoi. Mais en tout cas, il précise que les narcos lui ont dit ok, tu passes sur notre territoire, tu poses pas un pied à terre, sinon t'es C'est cuit, bon, mec. c'est ciao. Et donc il passe quelque chose comme 2 semaines sur sa pirogue parce qu'il faut pas qu'il pose un pied à terre, sinon il est mort. Ouais, c'est ça. Et puis il est dans des espèces de gorges en approchant des Andes et tout ça. Là, c'est un peu plus minéral comme environnement, beaucoup moins la jungle. ouais. Donc un peu plus compliqué de se trouver un endroit à couvert et tout. Bah du coup il dort dans son bateau, quoi. Je pense qu'il dort très mal, mais Ouais. Et vous vous souvenez aussi du moment où il est sur son trimaran et qu'il y a son mécène, je crois, qui fait du bateau à côté de lui et qui lui envoie un petit cadeau, là, Ah oui. une bière fraîche, un sandwich, des frites et un steak, je crois, Ouais. et des oignons frits. Et il est trop heureux. Bah, évidemment, en fait, tu connais le bonheur quand t'as... Mais il est vraiment différent quand il y a vraiment... Enfin, je pense que c'est un truc que j'ai remarqué comme ça. C'est quand il passe longtemps tout seul et qu'il revoit des humains, il a l'air vraiment bizarre quand il revoit des humains. Et ça doit être l'effet que ça fait de ne pas voir des humains pendant plusieurs mois. Et j'ai l'impression que ça se constate vraiment dans ce reportage-là et aussi dans Arctos, j'arrive jamais à le dire, surtout. Arctos, où pareil, quand il rencontre des humains ou rencontre des humains qu'il connaît d'avant son voyage, tu le vois qu'il est bizarre, qu'il a plus les codes. C'est assez... Bon, ma théorie là-dessus, c'est que il y a beaucoup la fatigue, parce qu'on le voit à certains moments, en fait, quand il retrouve son équipe, sa famille, ils se font, alors c'est pas précisé, mais il dort à l'hôtel, en fait, quand ils sont dans des grandes villes, donc il se repose et il paraît un peu plus normal quand il repart. Mais quand tu dors dans la jungle, je pense que la moyenne de sommeil, ça doit être 1h30, 2 heures par nuit, parce que t'as les bestioles, les bruits, les moustiques et tout, l'humidité. Quand on est fatigué, on constate qu'on n'est pas pareil, quoi. Et non, là, c'est sûr. C'est des mois et des mois avec un sommeil très peu réparateur. Je pense qu'il y a de ça aussi. Parce que le côté social, on n'oublie pas les codes sociaux en quelques mois, quoi. Ah oui, puis l'émotion de revoir ses proches. Ah bah oui, non, mais c'est clair. Je pense que Clément nous en parlerait très bien quand il passe plusieurs semaines devant son ordinateur sans voir personne. Il posera la question au prochain. Un peu moins, mais... Ça va être un test pour voir s'il est Salut allé Clément. jusqu'au bout de cette émission pour entendre qu'on parle de lui. On a hâte en tout cas qu'il revienne faire un épisode avec nous. Ouais. On lui dit rien et on voit s'il écoute On voit ou pas. s'il écoute. J'ai très peu... j'ai un gros doute quand même. Hein. Mais voilà, on a fait un peu le tour du sujet On principal. a fait un peu le tour du sujet, ouais. On n'a pas parlé du lac Victoria où il a
où il a une nuit atroce où il se retourne en pirogue. Alors oui, sur un lac. Voilà, il a croisé des vagues immenses sur un lac. Il faut savoir que le lac Victoria, il... 4 fois la Suisse. Oh la vache. Et il est suisse aussi, on l'a pas dit, je Oui, crois. oui, il est suisse, ouais. Et donc du coup, ouais, ça fait un sacré lac. Donc à ce niveau-là, c'est même plutôt une mer, j'ai C'est envie une de te mer, dire. tu vois pas les côtes en fait. Donc, Ah non, mais c'est n'importe quoi. Et du coup, il est tombé dans une tempête et sa pirogue s'est retournée. Il s'est retrouvé avec plus rien. Et pour écoper, je crois qu'il avait juste un petit récipient. Il avait un petit récipient, il se servait des vagues pour l'aider à retourner la pirogue. 160 000 km² le lac Victoria. 160 000 km². Ouais, c'est pas mal, hein. Oui, parce qu'il précise que donc ça fait 4 fois la Suisse qui fait 41 000 km². Ouais, effectivement. Et du coup, je me demande, il faudrait vérifier. Oui, donc le lac Victoria est bel et bien plus grand que la mer Morte. D'accord. Eh ben, elle va s'en retourner dans sa tombe. Bien vu. Je suis désolé. C'était nécessaire. Donc, ouais, lac Victoria, grosse épreuve. Je crois que c'est sa dernière grosse, vraie épreuve avant de retourner au Gabon et d'arriver à son point de départ. Oui, puis l'embarcation, en fait, il le dit à un moment donné quand il raconte, il part sur une pirogue qui est pas du tout bricolée, fou, enfin, ouais. elle est faite de briquettes de broc. Ah, mais quand tu les vois faire le truc là, pour la voile. Et lui, il se dit non, mais c'est ok, c'est un lac. C'est genre. Enfin, nous, notre référence, c'est. On habite dans le centre de la France, on est pas loin du lac de Saint-Pardoux. Pour nous, un lac, c'est ça, quoi. Tu le traverses, je sais pas, Léo. En 5 minutes avec un bon moteur. Non, mais ouais, c'est pas immense quoi. Il doit faire 30 km de circonférence, donc en calculant tous les. Donc, ouais, sacré morceau ce passage-là. En tout cas, on vous invite, si vous n'avez pas vu les reportages ou les explorations ou les documentaires sur ce genre de choses, à regarder. Une Mike Horn, en fait, il me semble qu'il y a 1 an ou 2, il a fait une vidéo, je crois, avec Philippe Etchebest. C'est du contenu un peu plus fun. Ok. Ils partent cuisiner dans la nature. Et donc ils partent. Et les deux, c'est 2 fortes personnalités. C'est trop cool. Ça se regarde trop bien. Ça dure moins d'1 heure. Moi, j'ai trouvé que c'était génial. Ou c'est peut-être une vidéo en 2 parties ou quelque chose comme ça, quoi. Peut-être, ouais. Pour la chaîne de Philippe et celle de Mike. Mais Mike Horn continue vraiment d'être présent sur YouTube puisqu'il fait pas mal de feats avec d'autres youtubeurs. On parlait tout à l'heure de Cyril MP4, il a fait... Justement, quand Cyril, Amixem et le Grand JD sont venus sur le Pangaea, c'était pour une partie de l'exploration de What's Left. C'est ça. Et donc du coup, Ouais, et du coup il a une chaîne YouTube où il raconte des trucs géniaux, des histoires où il a failli mourir, c'est toujours très intéressant. Du matos pour survivre, ouais. Ok, ça me va. Bon, écoutez les gars, merci pour cette... Vas-y. Je citerai Benjamin Sion 4611 en commentaire du film J'ai peur. Latitude 0 qui dit « Les platistes déçus qu'ils ne soient pas tombés au bout du monde ». Oui. Voilà, il est top commentaire, ça m'a fait bien marrer à la fin du film. Non, parfait. Allez, c'est pour vous les platistes. Des bisous. Des bisous. Bisous les platistes.